nouvelle présentation de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 7 décembre, édition numéro 9 de la saison 2020-2021. Beaucoup d'intervenants aujourd'hui. On a 4 invités lors de notre balado sur la glace. 4 invités qui vont se succéder, des entrevues que j'ai réalisées ce matin ou vendredi dernier. On va s'entretenir notamment avec Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior major du Québec. Question de faire le point là, à la suite de l'arrêt des activités de la LHJMQ. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au retour en janvier? Ben, il en sera abondamment question avec l'adjoint au commissaire Gilles Courteau de la LHJMQ. On va s'entretenir également. C'est une entrevue que j'ai réalisée vendredi dans le cadre des émissions Sport 30 5 à 7 avec René Fassel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace. On l'a rejoint en Suisse et on va vous présenter un extrait là, quand même de cet entretien que j'ai eu avec lui vendredi. On va également s'entretenir avec une personne toujours très sympathique que je connais depuis très longtemps, Claude Bouchard, entraîneur adjoint des Saguenay-Chicoutimi. Parce qu'en fin de semaine, ça a été l'anniversaire le 5 décembre, donc c'était samedi, l'anniversaire d'une remontée extraordinaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, alors que Claude Bouchard dirigeait à l'époque les Foreurs de Val-d'Or dans un match contre les Huskies de Rouyn-Noranda. On va revenir sur cet épisode et on va en profiter pour discuter un peu avec lui de d'autres sujets, notamment la disparition presque complète des bagarres dans la LHJMQ depuis le début de la saison. Également, en toute fin d'émission, je vous présente un court entretien que j'ai eu avec Étienne Pilote, un jeune députeur qui travaille pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui a déjà travaillé pour les Olympiques de Gatineau et qui est aussi le députeur-chef dans la Ligue junior 3A des Braves de Valleyfield. Qu'est-ce que ça fait un recruteur en pleine pandémie? Bien, évidemment, ce n'est pas évident. Alors, on va discuter un petit peu avec Étienne en fin d'émission. Étienne, qui soit dit en passant, est le fils de Stéphane Pilote, recruteur pour les Ducks d'Anaheim. Alors, si des fois on devient joueur de hockey ou journaliste de père en fils, on peut peut-être devenir recruteur également de père en fils. Alors, on va faire un brin de jasette avec Étienne Pilote. Je pense que la semaine dernière, lorsqu'on s'est laissé, on avait eu un point de presse le matin de notre dernière balado-diffusion, le 30 novembre, avec Gilles Courteau, pour nous confirmer finalement qu'il n'y aurait pas de, en fait, il n'y avait pas eu le point de presse. Il y avait eu un communiqué pour nous dire qu'il y aurait un point de presse le lendemain pour nous dire que la saison était mise sur pause jusqu'à fort probablement à la mi-janvier. Alors, ce matin, ben, je pense que c'est important de rejoindre Martin Lavallée. Puis pour ceux qui, évidemment, là, comme vous, qui nous suivez chaque semaine, aimez beaucoup le hockey junior, mais je pense qu'on va répondre à beaucoup de vos questions là, dans le prochain entretien qu'on a avec Martin Lavallée. Format des séries éliminatoires, date limite pour les transactions, comment on va établir le classement, le dossier des joueurs européens. On a fait le tour de plein de sujets avec Martin Lavallée, qui est l'adjoint au commissaire Gilles Courteau, qui a été celui là, qui a été pas mal en charge du projet de la bulle à Québec, cette espèce de présentation de match en environnement protégé qui a très bien fonctionné là, pour cette formation du circuit qui a eu lieu le mois dernier. Alors, on va s'inspirer un peu de ça pour peut-être en présenter d'autres bulles comme celle-là en janvier et en février, là, selon les allures qu'auront les zones au Québec, les fameuses zones rouges, en espérant qu'on va se débarrasser de ça le plus tôt possible. C'est ce qu'on souhaite tous, évidemment. Alors, ben, tiens, sans plus tarder, on va y aller avec ce premier entretien, une entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt dans la journée du 7 décembre avec Martin Lavallée, commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, notre invité, c'est le commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Martin Lavallée. À la blague, j'ai commencé à dire, c'est le Bill Daly de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Martin, premièrement, merci d'être là. T'en as amené quand même beaucoup là, depuis le début de cette saison-ci. La bulle à Québec, c'est un peu, je dirais pas ton projet à toi, mais quelque part, c'est toi qui as coordonné beaucoup de choses. J'aimerais ça qu'on revienne d'abord là-dessus. Est-ce que ça a été au-delà de tes espérances, la façon dont ça s'est passé, là? C'est sûr que le résultat a été très positif. C'est ce qu'on souhaitait. Par contre, on avait déjà établi là, que ça se pouvait qu'il survienne des cas pendant l'événement à Québec. Et puis, heureusement, là, tout s'est très bien déroulé. Puis ça a été un succès sur lequel aujourd'hui on peut bâtir et puis espérer poursuivre le calendrier là, au retour des fêtes.
M. Courteau nous a parlé aux médias la dernière fois, mardi dernier, le 1er décembre, pour confirmer la nouvelle que vous aviez publiée le lundi, à savoir que les activités étaient terminées pour 2020 et on ramènerait les joueurs à partir du 3 janvier 2021. Ces joueurs-là devront faire une quarantaine de 14 jours. Donc, on ne pouvait pas espérer de match LHJMQ, là, disons, avant le 17, quelque part entre le 17 et le 20 janvier. Le souhait numéro un, c'est qu'évidemment, on puisse faire un genre de calendrier que les équipes puissent voyager. Mais en ce moment, c'est loin d'être évident. Donc, il y a l'option de faire d'autres bulles. Le 1er décembre dernier, sauf erreur, Martin, vous nous avez dit, en parlant de l'après-midi du 1er décembre, que vous aviez une première réunion comité hockey pour discuter un peu de la suite. Qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à cette réunion-là? La première chose, ce qu'on a établi, c'est effectivement de pouvoir regarder la possibilité de tenir d'autres environnements protégés au retour des fêtes, advenant la possibilité ou l'interdiction, si on veut, de poursuivre un calendrier qui est régulier. Ça a été la première chose. Ensuite de ça, on a regardé parce que déjà, on va être rendu au mois de janvier. Il va falloir regarder le format des séries éliminatoires. Donc, on a planché, on a regardé différentes possibilités. Ce qui est intéressant, c'est que les équipes et les personnes qui sont présentes sur le comité et qui représentent chacune des 18 formations ont tous manifesté l'intérêt puis le souhait le prioritaire d'avoir des séries éliminatoires puis qu'une équipe puisse soulever la Coupe du Président à la fin de la saison. Ça a été un élément qui a été discuté. Et puis, évidemment, mais tout ce qui peut englober ou entourer, si on veut, la saison régulière, que ce soit période de transaction, tous les liens là, qui doivent se faire autour de cette réglementation-là. Quand tu parles de comité hockey, c'est quoi? C'est les 18 DG? Est-ce que c'est carrément aussi simple que ça ou c'est une partie des DG seulement? Ou? C'est une partie des DG qui sont présents sur le comité. Il y a des représentants aussi au niveau du bureau du commissaire qui sont là. Et puis, chaque DG présent représente d'autres formations, amène les opinions et puis discute autour de sujets qui sont précis, qui sont établis. Bon, OK. Essayons d'en parler un peu de sujet. Vous avez dit en début de saison, on aimerait ça jouer 60 matchs. Je pense que 60 matchs pour chaque équipe maintenant. Considérant que vous avez joué 111 matchs au total, sur 60, ça en aurait pris 540 si on fait des mathématiques. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir jouer 400 quelques matchs après les fêtes, que ce soit en voyageant ou avec des bulles, entre, par exemple, la mi-janvier et le début avril. Alors, est-ce que c'est déjà établi quelque part que là, vos attentes envers un calendrier de 60 matchs ne sont plus là? Effectivement, ça va être difficile de se rendre à 60. Évidemment, si on pouvait repartir rapidement un calendrier régulier, il y aurait toujours la possibilité de l'atteindre, mais surtout du côté des provinces maritimes qui ont joué davantage de parties. Mais on a effectivement discuté de quelle façon on pourrait s'organiser le classement final de la saison, advenant la possibilité où les équipes n'auraient pas disputé 60 parties ou encore n'auraient pas disputé un certain nombre de matchs équivalents d'une équipe à l'autre. Donc, on irait avec le pourcentage de points comme ça se fait. Exemple, dans la Ligue américaine, il y a des sections qui ne jouent pas le même nombre de matchs, même en temps normal, sans pandémie. Alors, on va se diriger vers quelque chose comme ça, là? Effectivement, on ne réinventera pas la roue, Stéphane. On va essayer de regarder on a regardé ce qui s'est fait ailleurs et puis de quelle façon on peut maximiser, là, puis rendre ça le plus simple et puis en même temps le plus efficace. Donc, le pourcentage, là, ça demeure une avenue fort probable. Est-ce qu'on pourrait y aller avec un format hybride? Genre, les Maritimes sont capables de voyager, ils voyagent, ils jouent leur calendrier. Les 12 équipes au Québec, on est obligé de faire des bulles parce que le rouge reste plus longtemps. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable ou si vous voulez une uniformité? On va regarder la possibilité pour chacune des divisions. On va regarder notre concept de division. C'est certain que le classement avec pourcentage va être important quand on va déterminer le classement final au niveau du classement général parce qu'on sait que vient avec ça tout le repêchage. La séance de sélection. Donc, à ce moment-là, il faut déterminer un classement général et inévitablement, si les équipes ne disputent pas le même nombre de parties, on devra regarder le pourcentage comme facteur de classement. Tu as parlé de la date limite des transactions. Normalement, c'est le 6 janvier. On s'entend que ça, c'est déjà repoussé. Est-ce que vous avez planché là-dessus en ce moment? Il
y a des idées qui ont été partagées par des directeurs gérants. On va regarder avec l'aménagement des premières bulles, de quelle façon on pourrait étirer le plus possible la période de transaction. Au niveau, il faut regarder évidemment le facteur scolaire aussi, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Donc, c'est toutes les choses là, qui ont été mises sur la table qu'on va regarder, mais effectivement, là, la période de transaction pourrait être étirée de quelques semaines au retour des fêtes. On parle de quoi? Peut-être aller jusqu'en février, quoi, ou des choses comme ça? Il y a encore des choses qu'il faut qu'on regarde parce que, comme on le sait, au niveau de que ce soit de la Fédération internationale ou de Hockey Canada, il y a certaines réglementations qui sont déjà établies sur des dates limites de transfert. Donc, il faut regarder ça avant d'établir une date précise, mais on pourrait aller jusqu'au début février pour le prolongement d'une période de transaction. Tu as effleuré le sujet du format des séries. Moi, j'ai écrit un texte un peu là-dessus aussi il y a quelques jours. 18 équipes en série, est-ce que ça va être ça cette année? Est-ce qu'on peut déjà confirmer quelque chose comme ça en raison des circonstances? Le comité qui s'est rencontré a discuté effectivement de cette possibilité-là. C'est un souhait là, compte tenu de l'orientation qui est prise actuellement au niveau du nombre de parties de certaines équipes. Là, on le sait, Sherbrooke est toujours à 5 parties. Donc, à ce moment-là, il faut regarder avec un certain nombre minimum de matchs joués, de quelle façon on pourrait intégrer le maximum d'équipes. Puis, s'il faut intégrer les 18 formations, les équipes se sont manifestées à être ouvertes à cette possibilité-là. Est-ce que le dossier des joueurs européens a avancé? Je sais qu'il y a un paquet d'Européens qui appartiennent à des équipes de la LHMQ qui vont rentrer au Canada là, pour le championnat mondial de hockey junior et donc ce sera probablement plus simple de les rediriger dans leur équipe respective à partir du 5 janvier. Mais pour les autres qui, exemple, ne participent pas au mondial junior, est-ce que ça avance parce que ça fait grincer des dents à plusieurs endroits en ce moment, là? C'est absolument, c'est un dossier qui est, je dirais, épineux, qui n'est pas simple. On doit, comme n'importe quelle autre organisation ou sphère de la société, il y a une réalité qui est présente au niveau de la pandémie à laquelle on doit faire face, puis respecter aussi. Donc, la santé publique émet certaines réserves. Il y a des discussions qui ont toujours lieu avec les différentes santé publiques de nos 4 provinces et même des autres provinces pour les autres ligues. C'est un travail qui doit être mis en commun, qui nécessite beaucoup de discussions. Et puis, ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est que les joueurs qui vont participer au championnat du monde puissent demeurer ici et puis aussi de pouvoir admettre les autres joueurs qui n'auront pas participé au championnat du monde. On a parlé des bulles. M. Courteau disait la semaine dernière, il y a un cahier de charge qui a été fait pour justement demander aux équipes intéressées d'organiser ces bulles-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix de passer par là un certain temps avant d'avoir un calendrier peut-être plus régulier plus tard. On a parlé d'exclusivité d'utilisation de l'aréna. On a parlé, entre autres, d'avoir assez de vestiaires pour toutes les équipes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt en ce moment? Est-ce que tu peux nous dire déjà, oui, il va y avoir des bulles à tel endroit, à la fin du mois de janvier? On n'a pas reçu officiellement l'ensemble des candidatures, là. Plusieurs équipes ont levé la main comme quoi ils étaient intéressés. Je pense que d'identifier des équipes déjà, ce serait un peu précipité parce qu'elles ont jusqu'au 15 décembre pour soumettre là, les différentes candidatures. Il y a des démarches qui doivent être prises par chacune de ces organisations-là pour s'assurer du respect du cahier de charge. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs équipes qui ont manifesté la volonté de recevoir. Puis nous, on était à identifier aussi différents formats d'environnement protégé qui pourraient se faire avec un certain nombre d'équipes, que ce soit 4 équipes, que ce soit 3 ou même 6 formations, dépendamment des endroits, pour essayer le plus possible là, que l'ensemble de nos équipes puissent recevoir ces environnements protégés-là. Est-ce que le risque financier de l'organisation de ces bulles-là appartiennent à celles qui l'organisent ou si c'est partagé parmi les équipes qui vont être dans ces bulles-là? Ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des équipes qui participeront puissent partager les frais qui sont encourus par les environnements protégés.
Puis est-ce qu'on a évalué en coût la différence que ça va coûter d'organiser ça versus d'avoir un calendrier régulier pour les équipes? Ben, je vous dirais que le coût va ressembler étrangement aux coûts qui sont associés à les voyages quand les équipes ont à voyager entre elles pour un calendrier qui est régulier. Donc, on essaie le plus possible de réduire les dépenses qui sont associées à ces voyages-là, d'être le plus conforme aux pratiques qui se font dans les années, qui se sont faites dans les années précédentes. OK, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez une date en tête pour prendre une décision? Exemple, est-ce qu'on y va avec des bulles à la fin janvier ou est-ce qu'on y va avec le calendrier? Est-ce que vous, dans votre esprit, les gens alentour de la table se sont dit, ben, faut savoir, exemple, au retour des fêtes, qu'est-ce qu'on fait puis comment ça s'enligne, au moins pour repartir la roue, là? C'est sûr que la réponse la plus simple, ce serait de dire le plus rapidement possible qu'on peut être fixé. Je pense que ce serait le plus simple pour l'ensemble de nos équipes. Par contre, lorsqu'on avait tenu le premier événement à Québec, on s'était entendu avec la santé publique au niveau du Québec qu'on souhaitait absolument faire un post-mortem avec eux. Et on va faire la même chose aussi avec l'ensemble des santé publiques de nos 4 provinces. Donc, on est justement à planifier les rencontres avec les différentes santé publiques d'ici la période des fêtes pour s'assurer que ce qu'on souhaite réaliser puisse bien se faire puis être conforme aux directives et aux attentes des santé publiques. Donc, j'entrevois là, que dès le retour des fêtes, on soit capable déjà d'avoir une bonne idée de comment va se passer, ne serait-ce que les premières semaines d'activité au retour. Et est-ce que c'est. Ben, regarde, je m'en permets une dernière, Martin, je te laisse aller après. Est-ce que Oui. c'est possible que le reste de la saison ne se joue que dans des bulles si jamais la situation ne s'améliore pas dans les provinces maritimes et ici au Québec? Hein? C'est une possibilité. On l'a clairement manifesté à nos membres et puis à nos directeurs généraux que si on souhaitait, puis que la pandémie continuait sur l'élan qu'elle a actuellement, que de tenir des environnements protégés d'ici la fin de la saison régulière, ça pourrait être une avenue qui pourrait être utilisée pour permettre à nos équipes d'évoluer. Martin Lavallée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire, comme on dit, un State of the Union, si on veut, un update sur ce qui se passe. Puis on va suivre ça de près. Je vais te souhaiter de joyeuses fêtes, puis en espérant qu'on puisse avoir beaucoup de hockey junior au retour en janvier. Merci beaucoup. On va travailler en ce sens-là. Alors voilà, c'était Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior major du Québec. Je retiens plein de choses de cet entretien-là. Premièrement, la possibilité qu'il y ait des bulles jusqu'à la fin de la saison. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui pourrait se prolonger. J'ai aimé d'entendre que, dans le fond, les dépenses associées à ces bulles-là pourraient ressembler étrangement aux dépenses que les équipes ont de toute façon en voyageant en chambre d'hôtel avec les autobus lorsqu'on va faire la tournée des Maritimes, par exemple, pour les équipes du Québec et vice-versa pour les équipes des Maritimes. Je retiens la date du peut-être 6 février là, pour la période des transactions, ce qui va donner la chance à certaines équipes. On pense notamment au Phoenix de Sherbrooke. Je pense que c'est la formation qui est le plus touchée. Ne jouer que 5 matchs depuis le début de l'année. Alors, ce serait insensé de demander à Stéphane Julien et au Phoenix de Sherbrooke de prendre une décision. Est-ce qu'on fait l'acquisition de certains joueurs? Est-ce qu'on se tourne vers l'avenir après seulement 5 matchs? On espère avoir la chance de jouer peut-être une dizaine de matchs avant d'arriver à cette fin de période des transactions-là. En tout cas, c'est un souhait. En passant, le comité hockey formé par la Ligue de hockey junior major du Québec, c'est 5 directeurs généraux. Yannick Jean des Saguenay-Chicoutimi, Martin Mondou des Cataractes de Shawinigan, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, Cam Russell des Moussets d'Halifax et Jim Holton des Islanders de Charlottetown. Alors évidemment, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Et eux mettent leur expérience à profit en compagnie des gens de la Ligue pour arriver à un format des séries où il y a fort à parier qu'on aura les 18 équipes des séries, de la Ligue au complet dans les séries. On sait qu'en Ontario, on a déjà annoncé un début de saison en février. On disait qu'on aurait seulement 8 équipes en série cette année sur 20. Alors, la Ligue junior majeure du Québec va un peu dans une direction opposée. L'important, je pense, oui, tu veux avoir un champion, tu veux que ce champion-là soit crédible, si on veut, mais je pense que c'est important que les joueurs jouent des matchs
tu sais, pour les recruteurs de la Ligue nationale de voir ces jeunes-là à l'œuvre. Alors, si tout le monde participe aux séries, il y aura plus de matchs et des matchs haute intensité, on l'espère. On sait, là, la Coupe Memorial est censée être disputée dans les 2 dernières semaines de juin à Oshawa ou à Sault-Sainte-Marie. Donc, il y a du temps encore et on peut se croiser les doigts, puis peut-être qu'en mai, en fin avril, mai, les choses vont s'être replacées un petit peu, puis on va être sorti de ces fichues zones rouges-là. Il y aura peut-être eu évidemment les campagnes de vaccination contre le virus qui auront commencé, qui vont faire en sorte que la société va ouvrir quelque peu. Dans cette même lignée-là, vendredi dernier, on s'est entretenu avec le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, M. René Fazel, qui incidemment devait prendre sa retraite cet été, avait annoncé qu'il se retirait là, après 26 ans à la tête de la Fédération internationale. Pandémie oblige, le congrès de la Fédération internationale n'a pas eu lieu, alors M. Fazel est toujours en poste. Et évidemment, le premier événement qui va avoir lieu depuis le début de la pandémie de la Fédération internationale, bien, ça va être le championnat mondial de hockey junior qui va avoir lieu à Edmonton à compter du 25 décembre prochain. Les cas de COVID augmentent en Alberta à une vitesse effarante. On a presque autant de cas en Alberta qu'au Québec, avec 2 fois moins de population. On a vu ce qui est arrivé avec l'équipe canadienne qui termine aujourd'hui, le 7 décembre, sa quarantaine de 14 jours. Les joueurs vont recommencer là, à prendre l'air à partir de demain, le 8 décembre. Alors, on trouvait important à RDS de s'entretenir avec M. Fazel, avec qui j'ai une belle relation. J'ai réalisé quand même plusieurs entrevues avec lui là, au fil des nombreux championnats mondiaux de hockey junior que j'ai eu la chance de couvrir. Alors, l'entretien au complet est disponible sur la rds.ca. On a sorti un 7 minutes environ de cette entrevue-là, peut-être ce qu'il y avait le plus intéressant là, au niveau du tournoi du championnat du monde de hockey junior qui s'en vient. Alors, on vous représente, pour ceux qui n'ont pas vu les extraits. C'est intéressant. Écoutez, René Fazel en direct de Suisse. Ben, pas en direct, mais en tout cas, on l'a rejoint en Suisse pour discuter du Mondial Junior. L'événement qui approche, évidemment, c'est le Mondial Junior des moins de 20 ans en Alberta. Est-ce que vous avez eu une peur à un certain moment qu'on doive faire table rase sur celui-là aussi et malheureusement être obligé de l'annuler? Non, on travaille très bien. Je remercie Hockey Canada qui a vraiment fait un effort colossal afin de pouvoir organiser ces championnats du monde. Nous avons naturellement profité de l'expérience de la Ligue nationale qui a organisé son tournoi de Stanley Cup, enfin ses finales de Stanley Cup à Edmonton et à Toronto. On a beaucoup profité de cette expérience-là. Et j'espère beaucoup que les équipes qui vont participer, surtout les participants, les joueurs, suivent les règles qui ont été dictées par Hockey Canada, par les autorités sanitaires canadiennes et d'Alberta. Et j'espère, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que ce sera une occasion unique pour nous d'être présents et que c'est beaucoup de risques, mais je crois que ça en vaut la peine. C'est un événement extrêmement important au Canada. À chaque fois, vous le savez, à Edmonton, en 2012, en Alberta, on avait fait des records d'assistance et tout ça. Ça ne sera pas pareil cette année, malgré tout. Est-ce qu'on a chiffré à combien ça changeait en termes de retombées économiques, le fait qu'on va jouer ça à huis clos, comme on dit, sans spectateurs? C'est clair que le Canada va prendre un risque financier, mais c'est une des conditions, c'est de prendre ce risque financier et de pouvoir finalement organiser les championnats du monde l'année prochaine aussi à Edmonton avec des spectateurs. On a dû trouver un arrangement avec la Fédération suédoise de hockey qui normalement était prévu l'année prochaine d'organiser ce tournoi des moins de 20 ans. Et puis j'espère aussi qu'avec la nouvelle expérience de ce 50-50 draw qu'ils veulent faire aussi via la télévision dans la province d'Alberta puisse fonctionner. Je pense que on le verra, ça a très bien fonctionné durant les matchs de la Stanley Cup. Avec peut-être c'est un moyen de financier ou de revenus qui peuvent jouer un rôle là. Mais vous savez, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait surtout pour cette catégorie d'âge des moins de 20 ans qui puissent participer à ces championnats du monde et aussi pour le hockey, le monde du hockey. Peut-être qu'on sera le seul tournoi finalement international qui pourra avoir lieu durant cette période-là. Noël, Nouvel An, c'est quand même une période importante. Et je tiens vraiment les pouces que ça fonctionne. Et j'ai beaucoup d'espoir. Les gens sont très sérieux qui travaillent là et je pense que ça va jouer.
Il y a beaucoup d'éclosions en ce moment dans cette partie-là du Canada. En Alberta, c'est pas facile depuis. On a vu même l'équipe canadienne être obligée de se mettre en quarantaine. Là, ils n'ont pas terminé encore. Ils terminent dimanche. Est-ce que ça devient un petit peu plus préoccupant aussi là, en ce moment? Ou est-ce que les autres pays, par exemple, posent des questions et disent est-ce que c'est sécuritaire pour nous de s'en aller en Alberta à cette période de l'année quand les éclosions sont à la hausse? Oui, bah, de toute façon, ils vont vivre dans cette bulle. Vous savez, bon, ils vont se mettre en quarantaine, enfin en isolement à partir du 6 décembre ici, chez nous en Europe. Et après, ils vont partir sur les différents aéroports pour les départs de charter pour aller directement à Edmonton. Dans Edmonton, ils seront pris en charge et ils vont partir dans la bulle. Donc le risque je pense que n'est pas si élevé. Et puis il faut être quand même sincère. Vous savez, je crois qu'on n'a eu aucun décès en dessous de l'âge de 60 ans ici, surtout ici en Suisse. Donc ce sont des jeunes, qui sont des athlètes, qui sont en très bonne forme, en très bonne santé. Donc le risque, c'est vrai, c'est qu'ils attrapent le virus, mais qu'il y ait vraiment un gros risque, c'est-à-dire létal pour ces jeunes gens. Je pense que c'est assez minime. Mais vrai, il faut respecter les règles, il faut suivre les règles, il faut surtout suivre ces règles, parce que si on essaye de ne pas, ou de sortir de cette bulle, on met finalement en péril tout l'exercice de ce tournoi des moins de 20 ans, et j'espère que ces jeunes gens pourront suivre ces règles qui sont assez strictes. Mais du point de vue personnel, je pense que le risque n'est pas trop élevé pour la santé de ces jeunes gens. Monsieur Fazel, le fait qu'il n'y ait pas d'autres hockey en ce moment aussi, surtout ici en Amérique du Nord où la Ligue nationale n'a pas repris encore ses activités, est-ce que vous pensez que ce tournoi-là, dans le temps des fêtes, va justement combler le manque que les amateurs ont de jeter un peu un baume sur notre temps des fêtes qui s'annonce très tranquille, comme on dit, non? Alors, écoutez, vous savez, je pense qu'on n'a pas la Coupe Spengler ici en Suisse. D'habitude, je vais toujours à la Coupe Spengler, donc il n'y aura pas la Coupe Spengler. Il y aura ce tournoi. Moi, j'espère beaucoup. Et puis aussi à la montagne, on a interdit le ski en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, on ne sait pas. En Suisse, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc, on risque finalement de vivre des périodes de fête sans sport aucun. Donc là, c'est une occasion unique de pouvoir montrer le hockey. Puis finalement, vous savez très bien, Stéphane, ce tournoi des moins de 20 ans, c'est quand même, après nos championnats du monde, c'est quand même un tournoi de très bonne qualité. Ce sont, je dirais, pratiquement les meilleurs joueurs du monde dans cette catégorie d'âge qui participent. Donc c'est un événement finalement qui est pour nous, qui a pour nous une importance. Est-ce que vous avez crainte dans les pays où le hockey est moins populaire que le fait qu'on ait annulé un paquet d'événements de la Fédération internationale pour ces pays-là, est-ce que ça peut nuire un peu à l'essor du hockey dans certains de ces pays-là qui attendent d'espérer, exemple, monter dans le groupe mondial l'an prochain, puis que là, malheureusement, il n'y a pas ces compétitions-là? Les plus petits pays qui sont moins, je dirais, attachés au hockey, est-ce que ça peut changer des choses pour eux, tout ce qui se passe présentement? Oui, j'ai lu beaucoup d'articles. Vous savez, présentement, on joue sans spectateurs chez nous en Suisse. Et là, il y a une crainte que certains fans de hockey cherchent une autre occupation, d'autres hobbies, et peut-être perdent en quelque sorte le contact avec le hockey sur glace. Ils ont d'autres choses à faire, d'autres hobbies. Et c'est une crainte peut-être, mais il faudra voir. Mais vous savez, on a la chance quand même de pouvoir aimer un sport qui est unique au monde, qui est le meilleur sport du monde. Donc, je pense que tous les traîtres qui vont nous lâcher, ils nous lâchent, mais le hockey, c'est quand même quelque chose d'assez spécial et j'espère qu'on va pouvoir les récupérer et pouvoir retourner dans les arénas. Vous savez, on vit une période assez triste. Moi, je suis un peu les matchs aussi dans la Ligue suisse ici, sans les spectateurs. Tout le monde se plaint. Ça n'a pas le même enfin, vous savez ça, Stéphane, ça n'a pas le même parfum, la même passion, la même chose. Donc, encore une fois, que les vaccins arrivent vite et qu'ils nous débarrassent de ce virus de malheur. Monsieur Fazel, vous êtes un ancien arbitre. Là, on a annoncé que le tournoi de cette année ne va être officié que par des officiels canadiens qui n'arbitrent pas nécessairement des fois de la même façon que les officiels européens. Est-ce que ça, pour vous, ça cause un problème ou si c'est pas si grave après tout? L'important, c'est qu'on ait un tournoi, puis on va voir des arbitres canadiens arbitrer les matchs des équipes canadiennes, ce qu'on ne voit pas habituellement.
Écoutez, j'étais quand même un des précurseurs de cette idée parce qu'on en a parlé à l'interne chez nous à la fédération. Je pense que c'est assez compliqué d'aller trouver. Vous savez, c'est bien d'aller mettre une équipe comme la Suisse ou les Allemands ou les Suédois, d'aller confiner, de les mettre en isolement comme on le fait maintenant. Du moment où vous avez les arbitres qui viennent de pays différents, de les mettre ensemble, de rentrer en équipe, c'est quand même un gros coût financier, un risque aussi. Euh, Généralement, ce ne sont pas les arbitres professionnels, donc ils créent quelques soucis. Et j'ai dit avec M. Kourman, donc, qui est responsable des arbitres chez nous, j'ai dit pourquoi pas finalement prendre que des Canadiens. Finalement, ça ne pose aucun problème pour vous, Canadiens nord-américains, parce que vous avez l'habitude en Ligue nationale, vous avez des Canadiens ou des Américains. Je pense que c'était une occasion unique, nous aussi, pour montrer qu'on a confiance au système canadien. Et puis, puis on verra voir. C'est clair que certains pays vont râler. Il y aura des discussions un petit peu, enfin, ou des décisions qui sont un petit peu compliquées. Mais je pense que c'était bien. Disons cela comme ça. Je préfère prendre le risque d'une discussion après que de prendre des risques aussi avec des arbitres après qui veulent pas se déplacer ou comme ça. Alors voilà, c'était René Fazel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui m'a bien fait rire quand il a dit que certains pays vont peut-être râler un peu parce qu'il n'y a que des arbitres canadiens qui sont là dans le tournoi durant le prochain championnat du monde de hockey junior. Jamais en Fédération internationale, un arbitre canadien n'arbitre le Canada et vice-versa, les États-Unis, tous les pays. Mais question de sécurité, je pense que c'était la chose à faire. Il est confiant, puis vous savez quoi, je suis confiant aussi. J'ai l'impression que la bulle va être extrêmement étanche lorsque les joueurs vont arriver à Edmonton. On va réduire le nombre à 25 joueurs par équipe. On va entrer dans cette bulle-là et par la suite, si tout se passe bien, ben, on verra comme le tournoi de la. Tu sais, au fond, il y a moins d'équipes à Edmonton, 10 qu'il y en avait cet été, 12. On sait que cet été, il y en avait 12 à Toronto, 12 à Edmonton quand ça a commencé. Il n'y a eu aucun cas de COVID durant les éliminatoires de la Coupe Stanley. Là, on n'a que 10 équipes au lieu de 12 et pour une période beaucoup plus restreinte. Je veux dire, ceux qui ont été jusqu'au bout là, dans les séries de la Coupe Stanley ont passé plus de 2 mois là, dans cette bulle-là, dans cet environnement-là. Là, on parle de à partir du 13 décembre au 5 janvier, 6 janvier, là, pour les équipes qui vont aller jusqu'au bout. Alors, grosso modo, on parle de 3 semaines et demie. Alors, je pense que ça va, j'espère que ça va bien se passer. Je regardais en fin de semaine, à RDS, on a représenté les finales de 2015-2017. Je n'avais pas besoin de les revoir pour m'en rappeler, mais ça m'a démontré encore une fois comment c'est enivrant le mondial junior. Et je pense que les gens ont besoin de ça dans le temps des fêtes là, pour se changer les idées et ça va inciter, ça va forcer les gens, je pense, à rester à la maison puis à vraiment suivre ce tournoi-là. Le Canada qui va jouer à heure de grande écoute. J'ai confiance qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, là, au cours des prochains jours, pour compléter là, avec l'équipe Canada Junior, avant d'enchaîner avec un autre sujet, su apprendre, là, la santé publique d'Alberta souhaite qu'au plus vite, l'équipe Canada Junior puisse réduire son nombre de joueurs à 25 et non 46, comme c'est le cas présentement. Selon ce que j'ai pu comprendre, le plan de Hockey Canada, ce serait d'avoir une séance d'entraînement demain, le 8 décembre, parce que ça fait 2 semaines que les joueurs n'ont pas patiné, et essayer de tenir 2 matchs intra-équipe mercredi et jeudi, les fameux matchs rouge-blanc, question de se remettre dans le bain un peu et pour que vendredi, on puisse annoncer les décisions. Alors, j'ai l'impression que Hockey Canada négocie présentement avec la santé publique à l'Alberta pour dire que d'ici vendredi, on va avoir réduit là, à 25, 26 ou 27 là, le nombre de joueurs présents au camp présentement parce qu'on veut essayer de donner une chance à tout le monde, là, quand même de se faire valoir. Faut-il rappeler qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas embarqué sur la patinoire avant que la quarantaine de 14 jours commence. Je vous en parlais un petit peu plus tôt en fin de semaine, c'est l'anniversaire. Ça a été samedi, le 5 décembre, l'anniversaire d'un match qui a eu lieu dans la Ligue junior majeure du Québec. Et la Ligue a été fondée en 69-70. Selon moi, c'est le plus grand retour dans l'histoire d'un match de la LHJMQ, un match régulier. Les Foreurs de Val-d'Or disputaient la victoire au Husky de Rouyn-Noranda, un mardi soir à Val-d'Or en décembre 2000. Fameux match de la guerre de la 117, comme on l'appelle en Abitibi. Les Foreurs avaient toute une machine cette année-là.
C'est l'année de Simon Gamache, c'est l'année de Brandon Reed. D'ailleurs, si vous vous souvenez, ceux qui suivaient le hockey junior à cette époque-là, les Foreurs ont gagné la Coupe du Président cette année-là et ont perdu en finale, en prolongation, lors du tournoi de la Coupe Memorial en Saskatchewan contre les Rebels de Red Deer, dirigés par Brent Sutter. Ça, c'est autre chose. Claude Bouchard était une recrue, un entraîneur recru à ce moment-là, qui avait travaillé avec les Cataractes de Shawinigan, notamment dans les années précédentes, comme adjoint avec Denis Francoeur. Et là, il obtenait sa première chance comme entraîneur-chef dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d'Or. Dominique Ricard, qui a été longtemps entraîneur et DG des Voltigeurs de Drummondville, était son adjoint avec les Foreurs. Et ce soir-là de décembre, on accueille les Huskies de Rouyn-Noranda qui sont dirigés par Jean Pronovo, qui sont une bonne équipe aussi cette année-là, et qui ont dans le filet Maxime Ouellet, qui est le gardien d'équipe Canada Junior. Là. Et on est à un des derniers matchs là, avant qu'il quitte pour le camp d'équipe Canada Junior au début du mois de décembre. Maxime Ouellet, qui avait aussi joué pour Équipe Canada Junior l'année d'avant. Les Huskies avaient été le chercher dans une transaction. Bref, on a un match entre une super bonne attaque, une bonne équipe et un bon gardien. C'est 6-2 pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Il reste moins de 3 minutes à faire. Et finalement, les Foreurs ont orchestré une remontée incroyable, ont marqué 4 buts dans les 2 dernières minutes et demie et ont finalement gagné le match en prolongation 7-6. Alors, c'est un match historique dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un match historique, évidemment, pour les partisans des Foreurs, surtout qu'on a réussi ce tour de force-là contre les Huskies. Alors, ça m'a tenté, ça m'a donné l'idée vendredi de placer un petit appel avec Claude Bouchard. Claude Bouchard, qui est un entraîneur adjoint maintenant avec les Saguenay-Chicoutimi, qui travaille avec Yannick Blanc. Moi, j'ai connu Claude à l'époque où j'étais étudiant à Jonquière. Je travaillais pour la Ligue Midget 3A avec l'équipe de Jonquière, les Cascades, qu'on appelait à l'époque. J'étais l'annonceur maison des matchs et Claude Bouchard, c'était le marqueur, chronométreur marqueur des matchs des Cascades à l'époque. Alors, on travaillait ensemble dans les matchs Midget 3A. On s'est connus comme ça. Puis, c'est toujours resté quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Commerce très agréable. C'est le fun de jaser avec lui. Alors, on a parlé évidemment de la pandémie, de ce qui se passe avec les Saguenay-Chicoutimi présentement, qui vont évidemment eux aussi là, observer la pause du temps des fêtes. On est revenu sur ce fameux match il y a 20 ans. Et en terminant également, j'ai un sujet que je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'on est en pause. On a beaucoup parlé des bagarres en début de saison. Il y a eu seulement, en 111 matchs depuis le début de la saison, il y a eu seulement 5 bagarres. C'est rendu anecdotique. En sol québécois, là, il y a eu un seul combat depuis le début de la saison. Les 4 autres combats ont lieu lors des matchs présentés dans les Maritimes. Dans la bulle à Québec, pas eu de combat non plus. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment en voie d'extinction. Et j'ai abordé ce sujet-là avec Claude aussi, qui est un vétéran entraîneur qui est là depuis plus de 20 ans dans la Ligue, il était adjoint dans les années 90 et tout ça. Alors, on a parlé de tout ça dans cet entretien que j'ai réalisé vendredi, que je vous présente, qui est extrêmement intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Claude Bouchard, entraîneur adjoint des Saguenay. Mon invité, Claude Bouchard, entraîneur adjoint chez les Saguenayens de Chicoutimi. Claude, premièrement, merci de prendre le temps de jaser avec nous. J'avais envie de faire un brin de discussion avec toi aujourd'hui. Oui, on va parler de souvenirs, mais j'aimerais ça aussi qu'on fasse le point depuis l'annonce de la Ligue en début de semaine, que là, il n'y aurait probablement pas de hockey avant peut-être le 20 janvier, puis qu'on ne sait pas trop de quelle façon ça va se passer. Comment les joueurs réagissent face à tout ça, puis même les entraîneurs, comment vous êtes face à cette situation-là? Je te dirais que quand on est sorti de la bulle, là, nous, on a joué notre dernier match jeudi, le jeudi à Québec. On se doutait un petit peu, honnêtement, qu'on ne jouerait pas là, avant les fêtes. On s'entend que je pense que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de planification, une bulle comme ça a été fait à Québec. Honnêtement, c'était super bien organisé. Ça a été fait de façon super professionnelle. Alors, on se doutait là, qu'il restait 2 semaines. À partir de la semaine prochaine, on s'entend que les gars sont en examen à l'école. Alors, il y avait une courte période de 2 semaines où on aurait pu avoir cette bulle-là, mais comme je te dis, c'est beaucoup de planification, beaucoup de préparation. Alors, j'aurais été bien surpris qu'on joue avant Noël. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, là, les gars ne sont pas nécessairement surpris là, qu'on ne joue pas là, avant les fêtes. Nous, ici, on pratique encore quand même jusqu'au 10 parce que d'ici à jeudi prochain, les gars, ils ont des examens, des travaux à remettre à l'école. Alors, ils font les écoles ici à l'Arena. Alors, on va pratiquer quand même jusqu'à jeudi prochain. Puis après ça, on va les laisser là, aller chez eux. On s'entend que présentement, la majorité des gars ont hâte de retourner chez eux, considérant ce qu'on vit depuis la fin du mois d'août. C'est sûr que les gars, ce n'est pas évident. Alors, je pense de revoir un petit peu leurs familles, leurs amis, là, ça va être bon pour tout le monde. Écoute, je ne me rappelle pas, moi, personnellement, quand est-ce que la dernière fois que j'ai pu avoir un congé de Noël le jour de l'an. Ça fait que d'habitude, on joue toujours 3 games en Noël le jour de l'an. Alors, c'est le même pattern. Ils vont venir, je pense, c'est le 3-4 janvier.
On planifie peut-être la bulle aux alentours du 20 janvier après. Alors, ça va nous laisser le temps là, de pratiquer un petit peu. Puis écoute, nous, il ne faut pas oublier que présentement, on a quand même 2 gars là, avec Équipe Canada, Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, puis on a 2 autres joueurs, là, Niezev, puis Kaslik, là, qui jouent avec les Russes, puis les Slovaques, je pense. Avec, écoute, on pense que ces 4 gars-là vont venir avec nous autres aussi après le championnat mondial junior ou avant, peu importe. Alors, c'est sûr que nous, le fait qu'on joue le 20 janvier, ben, ça va nous permettre d'avoir ces 4 joueurs-là dans le line-up. On s'entend que pour nous autres, ben, ça va être des bons joueurs. Alors, on est content de pouvoir jouer le prochain match, possiblement, avec ces gars-là, nous autres. Est-ce que c'est difficile de garder la motivation, de pratiquer, de s'entraîner sans jouer de match? Tu sais, je veux dire, les joueurs, ils ont hâte de jouer. Puis là, tu regardes depuis le début de la saison, vous avez joué quoi? 10 matchs, 11 matchs? Tu sais, c'est pas beaucoup, là. Ah, c'est sûr que ce n'est pas évident au niveau de la motivation. Je pense que quand on a su qu'on tombait en zone rouge et qu'on serait un bout sans jouer, on a travaillé un petit peu différemment au niveau de nos séances d'entraînement. C'est sûr qu'écoute, je te dirais qu'on met beaucoup l'emphase sur l'individuel. On travaille beaucoup au niveau des habiletés individuelles offensives. Ça, je pense que c'est important. On a fait des petits tournois aussi, 3 contre 3. Beaucoup de jeux là, en espace restreint aussi pour garder quand même là, l'esprit de compétition. Alors, écoute, c'est sûr que les pratiques un petit peu plus traditionnelles où on travaillait soit on mettait l'emphase sur des tactiques offensives ou des tactiques défensives, c'est sûr qu'on en a fait un petit peu moins. Je pense que c'est important qu'au niveau des entraînements, les gars, oui, on doit travailler fort dans les séances d'entraînement, mais je pense que c'est nous, comme entraîneurs, de trouver le moyen que les entraînements soient le fun pour que les gars s'amusent parce que justement, on est conscient là, que la motivation n'est pas toujours là, évidente. Surtout présentement, là, il nous reste quoi? On est vendredi. Alors aujourd'hui, il nous reste 2 pratiques la semaine prochaine, une aujourd'hui. Fait que c'est vraiment l'emphase où on veut que les gars travaillent, mais il faut que les gars s'amusent. Alors, on planifie nos pratiques en conséquence de ça. Est-ce que ça affecte le développement des joueurs? Est-ce qu'il y en a, tu penses, qui vont prendre du retard? Ou si, au contraire, le fait qu'on a plus de temps pour s'entraîner puis moins de matchs, c'est des choses que les entraîneurs parlaient en début de saison, que peut-être ça aiderait. Là, on a plus un pattern depuis le début de la saison, comme les universités américaines, dans le fond, pas beaucoup de matchs puis beaucoup d'entraînement. Ben, écoute, moi, je trouve que c'est sûr qu'écoute, si on viendrait au pattern où on joue seulement le week-end, on pratique la semaine puis on joue seulement le week-end. Écoute, je pense que ça. Pour moi, je trouve que c'est sûr que tu élimines un peu les voyages, tu élimines les games sur semaine. Je pense qu'au niveau du développement individuel, honnêtement, ça serait mieux. Sauf que là, on a joué, exemple, nous, on a joué 11 matchs, mais il y a des équipes qui en ont joué 8. Sherbrooke en a joué 5. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas l'idéal. Oui, on travaille beaucoup sur l'individuel aussi. Ça nous permet de travailler des choses sur lesquelles régulièrement, on ne met pas nécessairement beaucoup d'emphase. Ça, c'est un point positif, mais je pense que dans rendu au junior majeur comme ça, les gars, ils ont besoin de jouer. Il reste que c'est des compétiteurs. Ils sont rendus au junior majeur pour certaines raisons. Alors, je pense qu'il manque un petit peu de game là, pour atteindre là, vraiment peut-être le pattern idéal, mais c'est sûr que nous, comme entraîneurs, le fait de pouvoir pratiquer à glace 3-4 fois par semaine avec les entraînements de glace, on ne voyage pas. C'est sûr que pour nous, c'est des situations rêvées. On se rappelle là, souvent dans des années précédentes, là, on était des fois 3, 4, 5 semaines avec les voyages, les matchs sur semaine. On avait de la misère à pratiquer 1 à 2 fois par semaine. Alors, puis même chose au niveau des entraînements de glace. Alors, c'est sûr que ça devient difficile à un moment donné, puis c'est exigeant physiquement, mentalement. Alors, je te dirais qu'il manque. Avoir joué tout le temps les 2 matchs par fin de semaine, comme c'était prévu au début, je pense que pour nous, au niveau du groupe des entraîneurs et des joueurs, je pense que c'est la situation idéale. On s'entretient avec Claude Bouchard, puis là, on va faire un retour il y a 20 ans, Claude. Je sais que je vais probablement te faire sourire avec ça parce que pour moi, c'est un match historique dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça se passait le 5 décembre en 2000. Les Foreurs de Val-d'Or jouaient contre les Huskies. On connaît la rivalité. Tu dirigeais les Foreurs. Tu étais un entraîneur recru. C'était ta première saison. On sait que tu avais toute une équipe. D'ailleurs, vous avez gagné la Coupe du Président cette année-là. Puis là, il se passe une situation où, pour rappeler aux gens un peu qui ne sont pas au courant de ce match-là, les Huskies ont pris les devants 6-2 en début de 3e période avec 3 buts rapides. Il reste moins de 2 minutes 30 à jouer. Et là, les Foreurs marquent 4 buts et gagnent le match en prolongation 7-6. Je te vois déjà sourire. Je suis sûr que tu t'en rappelles comme si c'était hier. Est-ce que, je vais te poser la question, est-ce que tu y croyais? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, vous aviez une grosse force de frappe, mais que quelque chose comme ça se produise, moi, je pense que c'est un des plus gros retours là, de l'histoire de la LHJMQ, marqué à 17-54, à 18-19, à 18-57.
à 19-36 après avoir manqué un lancer punition 10 secondes avant, puis de gagner le match à 31 secondes de la prolongation contre un des meilleurs gardiens de la Ligue à ce moment-là, Maxime Ouellet. C'est quand même exceptionnel. Rappelle-moi un peu de cette soirée-là. Là. Bon, écoute, c'est sûr que on avait vraiment un groupe de compétiteurs, ça, c'est sûr, mais de penser qu'à 6-2, avec moins de 3 minutes à jouer dans la game, que tu risques de gagner ce match-là. On avait une grosse attaque, hein? On s'entend que cette année-là, on a scoré des buts. Là. Écoute, je me rappelle des matchs, on avait gagné 12, on scorait 12, 13, 14 buts. On avait battu Québec, à un moment donné, je pense 15-2. On avait battu Moncton 14-1. C'est l'enfer, l'attaque qu'on avait. On était vraiment un club là, qui était vraiment, vraiment axé sur l'offensive. Alors, écoute, on a fait quand même beaucoup de remontées dans cette saison-là, mais c'est sûr qu'elle est particulière. Je te dirais que ce match-là, honnêtement, ça a été un match baromètre parce que on savait qu'on avait une bonne équipe. On savait qu'on avait une attaque qui était dévastatrice, mais quand tu fais un retour comme ça, ben, au niveau de ta confiance, après, tu te dis, écoute, il n'y a rien d'impossible. Hein? Puis, on avait une conférence qui était très, très forte. Hein? Nous, on avait une bonne équipe, mais Rouen avait une bonne équipe. Shawinigan a fini, je pense, avec 116 points cette année-là. Il y avait une équipe aussi très, très bonne. Victoriaville, même chose. Alors, on savait qu'on avait une conférence qui n'était pas évidente. On allait arriver dans les séries, ça serait difficile. On a pogné Victo tout de suite en quart de finale. Shawinigan en demi. Alors, ça a été des séries qui auraient pu aller d'un bord ou de l'autre. Mais je te dirais que ce match-là nous a permis vraiment de croire en nos moyens. On savait après ça qu'il n'y avait rien d'impossible. Puis que même si notre conférence était très forte, ben, on avait l'attaque aussi là, pour être capable de gagner là, des matchs de cette importance-là. Mais si je reviens proprement dit à cette game-là, écoute, je me rappelle la 6-2 sur le banc. Je venais justement de coller ma 4e ligne pour qu'il embarque. Puis là, on a fait 6-3. Puis là, tu connais un peu Simon Gamache dans le temps, comment est-ce qu'il était, Simon Gamache. Ça fait que là, quand on a fait 6-3, j'avais collé la 4e ligne. Là, Gamache, il est sur le banc, il se vire, il me regarde, il dit non. Il dit, ah ouais, il dit, on l'embarque, nous, on l'a pas à 4. Il dit, ah ouais, on l'essaye. Fait que sa ligne embarquée, puis on a fait 6-4. Fait que, on s'entend que Gamache, écoute, Gamache et Brendan Reed, c'était 2 compétiteurs, c'était incroyable. Ces gars-là, je me rappelle Gamache dans une séance d'entraînement, de notre ligne, il voulait lui scorer des buts dans la pratique, là, comme il voulait scorer des buts dans la game. C'était l'enfer, comment ce gars-là avait le désir de vaincre, puis avait le désir de compter des buts. Fait que lui, écoute, quand on a fait 6-3, il dit Claude, on l'essaye, il embarque. On a fait 6-4, puis je me rappelle, à un moment donné, une game à Québec, Gamache, il avait dit, hey, Claude, il dit, eux autres l'an passé, là, il dit, ils nous ont ramassé pas après. Il dit, à un moment donné, il dit, il menait par 8, notre but, il embarquait le powerplay pareil. Il dit, là, ce soir, c'est nous autres qui se payent une traite. Je pense qu'on avait gagné ce game-là à Québec 14-2 ce soir-là. Ça fait écoute, que ça soit Reed Gamache, mais tu sais, Stéphane Veilleux, Chris Lines, Sénèque Hyacinthe, puis j'ai oublié les autres, là, mais je pourrais tous les nommer. Écoute, on avait tellement de caractère dans cette équipe-là. Puis, comme je te dis, eux autres, ils carburaient à ça. Je me rappelle, je pense qu'à la Coupe mémoriale, c'est vous autres qui le faisiez dans ce temps-là. Je pense qu'à un moment donné, les gens nous donnaient le surnom les cardiaques kids. Souvent, on tirait de l'arrière dans le pointeur en 2e puis en 3e, mais on revenait tout le temps, on prenait l'avance, puis on trouvait le moyen de gagner. Alors, c'est sûr que, écoute, encore aujourd'hui, dernièrement, Simon Gamache, il m'a envoyé des photos par email de cette année-là. Tu sais, les gars, on se parle encore des fois, des petits textos, des emails avec certains. Là, tu sais, oui, quand tu gagnes, tu ne l'oublies pas. Mais on s'entend que cette année-là, ça a été particulier justement parce que, écoute, offensivement, compter des buts comme on a compté, c'était. Écoute, Gamache, c'était encore lui qui a le record. Là, il avait battu le record de Mario Lemieux là, cette année-là. Écoute, le nombre de points qu'il a fait en saison cette année-là et le nombre de points qu'il a fait en série, c'est presque impossible là, que penser qu'en 2020-2021, ça va se produire encore, compter autant de buts qu'il l'a fait cette année-là. T'sais. D'avoir réussi ça, surtout contre les Huskies, qui était votre grande rivalité, ça, je pense que ça ajoutait. Je sais que dans le vestiaire des Foreurs, la feuille de pointage de ce match-là est encore accrochée au mur pour l'avoir vu dans les dernières années. Là. Ben, écoute, c'est sûr que ça a été, comme tu dis, la rivalité était très forte. Moi, j'arrivais, c'était ma première année. Mais au fur et à mesure que les années ont avancé, on a développé une forte rivalité avec eux. Mais elle a toujours existé. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quand même 1 heure entre les deux villes, Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Puis, écoute, ça a coûté la job malheureusement à Jean Pronovo, qui était un très, très bon entraîneur. Je pense qu'après ce match-là, les gens y avaient approché à 6-5 ou à 6-4 de ne pas avoir pris de temps mort. Il n'a pas pris de temps mort ni à 6-4 ni à 6-5.
il l'a pris à 6-6. Alors, comme tu dis, là, tu sais, la plus belle qu'on disait qu'on, tu sais, comme tu dis, à 6-5, on a eu un lancer de punition, on n'a pas scoré. Il restait une trentaine de secondes. Alors, ça aurait été facile après le lancer de punition de dire, écoute, c'est fini, il n'y a plus de temps. Ça a mise au jeu. Tout de suite, ça a mise au jeu. Après, dans le territoire de Rouen, on a gagné la mise au jeu et on a scoré. Fait que, c'était ça, les Foreurs de Val-d'Or cette année-là. Tu sais. Je me souviens que Jean Pronovo m'avait dit je voulais pas prendre un temps d'arrêt pour pas reposer leur gros joueur à l'autre bord. C'est un petit peu ça qui était arrivé. C'est Alexandre Rouleau qui avait marqué le but gagnant en prolongation. Aujourd'hui, il est recruteur pour les Blackhawks de Chicago. Puis on en parle souvent de ce match-là. Même lui, il ne l'a pas oublié. Là. Ah non, c'est ça. Puis, Alex, comme tu dis, Alex, on le voit justement parce qu'il est dépisteur avec Chicago. Quand il vient nous rendre visite, ben, on parle tout le temps des Foreurs parce qu'il a joué avec nous là, un certain nombre d'années. Puis écoute, c'est sûr que dans son cas, d'après moi, c'est sûrement le but peut-être le plus mémorable qu'il a scoré dans sa carrière. Alors écoute, comme je te dis, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis même après 20 ans, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Tu sais. Puis comme je te dis, notre parcours versus la Coupe du Président, notre parcours à la Coupe Mémorial, tu sais, je me rappelle, c'était dans l'Ouest, hein, c'était à Regina. Puis je pense que ça faisait 12 ans qu'une équipe de la Ligue du Québec n'avait pas gagné une game dans l'Ouest, lorsque la Coupe Mémorial était dans l'Ouest. Puis écoute, à ce tournoi-là, on en a gagné 3, puis on menait 5-3, c'est à la fin de la deuxième en finale. Fait que, elle nous a échappé honnêtement très, très peu. Fait que, c'est sûr, c'est une année que j'oublierai jamais. Puis les joueurs. C'est sûr que ça demeure un des vols à la Coupe Memorial. Une équipe du Québec s'est fait voler. On ne reviendra pas trop là-dessus, là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hey, je te laisse un dernier sujet avant de te laisser parce que tu es un entraîneur que ça fait longtemps qui est là, puis j'en parlais tantôt dans l'émission. Il y a eu 5 bagarres en 111 matchs dans la Ligue cette année. On l'a réglé, le problème? Ah, écoute, moi, je pense que ça fait longtemps qu'il est réglé le problème. Écoute, c'est tellement... Puis nous autres, des vieux entraîneurs comme moi, on l'a vécu. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans la Ligue au milieu des années 90, souvent, c'était l'enfer. Dans les games hors concours, on sortait de là, ça se battait 10-12 fois. Tu n'avais quasiment pas le choix. Si tu voulais faire ton nom dans le camp d'entraînement, il fallait que tu te battes. Je me rappelle des gars, là, dans les games inter-équipe, il y en a qui se battaient 2-3 fois par game. C'était game hors concours, game inter-équipe, dans les games régulières, c'était pareil. T'sais. Mais au fur et à mesure que les années ont avancé, là, dans les dernières années, il se passe, honnêtement, il ne se passe absolument rien. Souvent, dans ces années-là, nos gars de quatrième ligne, il faut être honnête, tu avais un, des fois, tu avais deux. Il y a certaines équipes, même, il y avait 3 toffs sur on appelait entre guillemets des toffs. Écoute, au niveau de l'usabilité, OK, c'était moyen à cette heure. Tes gars de quatrième ligne, c'est tous des gars qui sont capables de jouer régulièrement, au même titre que tes défenseurs 5-6. Alors, tu sais, écoute, c'est ça. Puis on le voit là. Avec est-ce que ça manque, Claude? Il n'en prépare plus de bataille. Et est-ce que ça manque? Je pense pas. Pas en tout. Moi, personnellement, je ne sens pas ça pantoute. Puis, tu sais, nos jeunes qui jouent avec nous autres aujourd'hui, ils n'ont pas été élevés non plus dans cette mentalité-là. Tu sais, la mentalité de nos jeunes d'aujourd'hui versus la mentalité des jeunes qu'on coachait dans les années 90, au début des années 2000, la mentalité est bien différente. Tu sais, les gars, ils n'ont pas été élevés de la même façon. Alors, c'est sûr que nous, on ne les coache pas de la même façon non plus. Alors, tu sais, eux autres, moi, quand je leur raconte des souvenirs, justement, de ces années-là, ils me regardent en voulant dire, Claude, t'es pas sérieux, c'est pas de même, ça fonctionnait, c'est impossible, tu sais. Fait que c'est pour ça que, écoute, moi, tu sais, des fois, on met beaucoup d'emphase sur les... Mais tu sais, à un moment donné, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de problème par rapport à ça, ça se bat plus. Et si on leur racontait les années 70, l'autre, ça serait encore pire. Il y a quoi écoute, c'est bien sûr que si on racontait les années 70, fait que moi, je n'ai pas connu les années 70. Là. Dans ce temps-là, je venais au hockey, je venais voir jouer SAG, mais je n'en voyais quand j'étais partisan, mais je veux dire, comme coach dans la Ligue, milieu des années 90, c'était l'enfer. Là. Quand je me rappelle les games inter-équipe, les games hors concours, c'était fou. Écoute, on est complètement à une autre époque, c'est complètement différent. Là. Hey, merci Claude d'avoir partagé ces souvenirs-là. Puis lâchez pas, passe un bon temps des fêtes. Puis surtout, il faut rester en santé. Merci beaucoup, Claude. Hey, merci, ça m'a fait plaisir, Steph. Salut. Bye. Toujours très sympathique, Claude Bouchard, revenir sur cet événement. Pour ceux qui sont en vidéo, on a même vu des faits saillants là, de cette remontée-là du 5 décembre 2000. Dans le même ordre d'idée, je ne sais pas si Claude a réalisé, mais aujourd'hui même, il y a 15 ans, en 2005, Claude Bouchard était congédié par les Foreurs de Val-d'Or après avoir passé 5 saisons et quelques matchs là, avec l'équipe. C'est une roue qui tournait, évidemment. On a revu Claude comme entraîneur-chef par la suite, notamment avec les Cataractes de Shawinigan. A travaillé avec Bécomo également, travaillé avec Chicoutimi. Était retourné dans les rangs midget, aussi diriger les élites de Jonquière à l'époque. Alors, c'est un entraîneur de carrière qui roule sa bosse dans le circuit depuis très longtemps.
Et il pourra dire qu'il a fait partie là, d'un match historique en 2000. J'ai aimé aussi à la fin l'entrevue là, de son point de vue sur les bagarres. 5 combats en 111 matchs cette saison. Je sais qu'il y a quelques semaines, on s'est entretenu avec Enrico Ciccone, député qui, évidemment, milite là, pour un projet de loi, le projet de loi 692, pour enlever complètement les bagarres au hockey junior. Je pense que quelque part, c'est en train de se régler pas mal tout seul. Tu sais, je vous avais promis en début d'émission, pour terminer la balado de cette semaine, une courte entrevue avec un jeune dépisteur. Je connais Stéphane Pilote depuis plusieurs années. Il était le DG, question de faire un lien, il était le DG des Foreurs de Val-d'Or, justement, lorsque Claude Bouchard dirigeait et lorsque on a fait cette fameuse remontée en 2000. Il était à ses débuts comme DG avec les Foreurs, a travaillé longtemps comme recruteur avec Shawinigan, avec Drummondville, a travaillé avec l'Armada, roulé sa bosse. Il est maintenant recruteur de carrière à temps plein avec les Ducks d'Anaheim et son fils suit ses traces. Il s'appelle Étienne Pilote. Et en octobre dernier, celui qui travaille pour l'Armada a été également nommé dépisteur-chef des Braves de Valleyfield de la Ligue junior 3A. On ne parle pas toujours assez de la Ligue junior 3A, la balado-diffusion. Alors, l'occasion était belle de faire un petit brin de jasette avec lui pour parler un petit peu de comment on fait les choses lorsqu'on se retrouve en pandémie et, comme je dis souvent à la blague, avec pas de match à aller recruter. Mon invité s'appelle Étienne Pilote. Il est le dépisteur-chef des Braves de Valleyfield de la Ligue junior 3A. Il est dépisteur avec cette équipe depuis quelques années, mais il vient d'être nommé dépisteur-chef en octobre dernier. Je pense, Étienne, la première question, premièrement, merci d'être là. La première question, c'est qu'est-ce que ça fait un dépisteur quand il n'y a pas de match à aller voir? Écoute, c'est sûr que c'est une drôle d'année pour obtenir un poste comme ça. Mais on a des outils avec Internet, les matchs sont filmés, les matchs de la pré-saison, donc c'est possible de rattraper comme ça des matchs que je n'ai pas pu assister en personne. On parle beaucoup d'utiliser la vidéo puis tout ça. Alors, quand il y a des matchs, oui, mais là, je regarde, habituellement, vous regardez beaucoup les matchs de la Ligue Midget 3A, notamment. Ils n'ont pas commencé leur saison encore. Ils ont joué quelques matchs, je pense, à 10 contre 10, avec pas de mise en échec au début. C'est pas évident, là. Écoute, il n'y a rien d'évident là-dedans. Mais nous autres, les joueurs ont dû s'adapter, puis c'est à nous autres aussi de s'adapter. C'est sûr que là, les pourparlers ils commencent pour débuter la saison en mi-janvier, excuse-moi. Alors, c'est sûr qu'on a hâte, mais encore là, on ne sait pas si nous autres, on va pouvoir être là en personne, donc on n'a pas le choix de visionner sur l'Internet. Qu'est-ce qui est le plus gros handicap quand on fait que regarder des matchs à l'écran versus être sur place? C'est l'ambiance, le langage non verbal des joueurs est très important. Alors, c'est sûr que ça manque beaucoup à mon analyse, mais en même temps, il y a des avantages, comme on peut cliquer sur pause pour écrire des notes. Déjà là, on perd aucune seconde de jeu. Donc, quand même, on peut reculer pour revérifier si on a bien vu ou bien voir le numéro du joueur. Donc, ça, c'est sûr que c'est des bons avantages à regarder des matchs sur Internet. On s'entretient avec Étienne Pilote. Les gens, peut-être, ne le savent pas, mais ton père, évidemment, est recruteur maintenant pour les Ducks d'Anaheim. Il a longtemps travaillé comme recruteur, comme DG dans la Ligue junior majeure du Québec, notamment avec les Foreurs de Val-d'Or. On monte à une vingtaine d'années. Avait gagné la Coupe du Président à l'époque comme DG, travaillé avec l'Armada. Il a un long CV. Est-ce qu'on devient dépisteur de père en fils, comme on vient des fois joueur de hockey de père en fils, ou je vais prendre mon exemple, journaliste de père en fils aussi, là? Écoute, mon père, il m'a jamais mis de pression pour rien faire dans la vie. Là, c'est vraiment moi qui ai décidé de. Au début, j'ai eu une entrevue avec les Olympiques de Gatineau. C'est sûr que ça l'aide. J'ai eu une entrevue à cause de lui, mais rendu là, c'est moi à faire mes preuves et à montrer que je suis capable de faire le métier. Comment est-ce qu'on apprend ça? On suit son père quand on est plus jeune, puis on regarde ce qu'il fait, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on commence. Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours au cégep pour devenir recruteur au hockey, hein? Non, mais c'est vraiment avec des discussions de genre de hockey. Tu sais, c'est pas nécessairement avec du monde de métier, mais juste en parlant de hockey, tu réussis à apprendre la game. Aussi, j'ai joué aussi au niveau, pas au niveau, mais dans le hockey Québec, j'ai joué quand même. Donc, ça l'aide à avoir une meilleure analyse. Je te dirais c'est vraiment en discutant puis à prendre ça sur pas regarder ça comme un spectateur, mais essayer de voir plus loin.
À quel moment tu as décidé de justement peut-être tenter ta chance? Parce que là, premièrement, contrairement à ton père, tu ne gagnes pas ta vie avec ça. J'imagine que c'est un rêve un jour de peut-être y en arriver, mais en ce moment, c'est plus comme un travail d'appoint, puis c'est pour la passion aussi, là. Ouais, écoute, excuse-moi, j'ai manqué la question. Ben, je te disais que c'était plus par passion et non nécessairement comme travail pour gagner ta vie avec ça. Peut-être un jour, c'est ton rêve d'y arriver comme ton père, mais au départ, on ne gagne pas nécessairement notre vie comme recruteur au hockey dans le junior 3A ou dans le midget 3A. Ah non, c'est sûr que, tu sais, on rentre dans nos dépenses, là. Mais c'est un rêve depuis que je suis jeune de pouvoir faire ça, ce métier-là à temps plein. Donc, on croise les doigts, tu sais, j'essaie de monter un échelon à la fois, puis on verra avec l'avenir qu'est-ce qui va se passer. Les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être leur père dans le milieu puis qui aimeraient faire ça, tu leur dirais quoi comme conseil? Mais il y a d'autres alternatives. Il y a des alternatives comme ISS Hockey ou des firmes indépendantes comme Hockey Prospect. Eux autres, ils offrent aussi du coaching. Donc, c'est possible de travailler avec eux autres ou encore une fois, tu peux écrire à une équipe du junior majeur pour avoir un essai, pour avoir une entrevue, tu sais, ça se fait. Puis, faut pas que tu sois gêné, tu sais, il faut que tu poses des questions, il faut que tu parles à des gens. Si tu es gêné, tu ne rentreras pas dans le milieu, malheureusement. Et au-delà de regarder le match, pas simplement comme un amateur, mais plus pour déceler des choses, c'est quoi peut-être la plus grande qualité? C'est d'être capable de voir ce que les autres ne voient pas dans un joueur de hockey? La plus grande qualité, c'est de jamais s'arrêter à un match. Tu sais, dans le sens où les joueurs du début de l'année, c'est pas le même qu'à la fin de l'année. Faut pas que tu te fasses une opinion trop rapidement d'un joueur. Faut que tu le laisses évoluer. Faut pas que tu le catégorises trop vite. Écoute, on va te souhaiter bonne chance. On va te souhaiter premièrement, il y ait du hockey à aller voir. On se le souhaite tous, là, plus vite que plus tard. Là. C'est vraiment une période difficile. Bonne chance avec les Braves de Valleyfield. Écoute, tu es tout jeune, 22 ans, tu as le temps en masse de faire tes classes. Puis, écoute, généralement, on dit toujours qu'on tombe pas loin, la pomme tombe pas loin de l'arbre. C'est probablement le cas dans ton cas aussi. Alors, je te salue, Étienne. Passe un bon temps des fêtes, puis bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup, Stéphane. Alors voilà donc Étienne Pilote, recruteur pour les Braves de Valleyfield, recruteur-chef pour les Braves de Valleyfield, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de matchs à se mettre sous la dent en direct depuis le début de la saison avec tout ce qui se passe. La Ligue Média 3 qui est toujours sur pause, on espère qu'on pourra reprendre les activités en janvier. Ben, je vous l'avais dit, on avait une émission chargée cette semaine, on a fait le tour. À surveiller au cours des prochains jours les développements en ce qui concerne le camp et la sélection d'équipe Canada. J'ai l'impression que lundi prochain, le 14 décembre, lorsqu'on va se parler, on va connaître la composition officielle d'équipe Canada Junior. On va avoir réglé ça, j'ai l'impression, d'ici la fin de la semaine. C'est un processus qui a été évidemment retardé avec tout ce qui s'est passé, mais on va y arriver. Avant de faire mes remerciements habituels, je veux faire une petite publicité pour les collègues Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Maxime Lapierre qui a annoncé sa retraite cette semaine, en fait hier, le 6 décembre, sur les médias sociaux, qui donc va se concentrer au cours des prochaines semaines sur, entre autres, sa balado-diffusion qu'il fait avec Guillaume, qui s'appelle La Poche Bleue, qui connaît beaucoup de succès au Québec depuis son lancement. Et je serai un des invités à La Poche Bleue mercredi soir. Alors, le 9 décembre, ça va me faire plaisir d'échanger anecdotes. Alors, pour ceux qui ont envie de sourire et d'entendre parler un peu de hockey, ben, ça va me faire plaisir d'être là avec les boys, comme on dit. On les salue, Guillaume et Maxime Lapierre. Je remercie à nouveau mes invités, Étienne Pilote des Braves de Valleyfield qui était avec nous, René Fazel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Martin Lavallée également de la Ligue junior majeure du Québec, Claude Bouchard, entraîneur adjoint des Saguenay-Chicoutimi, à la technique, Alex Gagnon, à la recherche, Christian Daou, à la coordination, Luc Dansereau, ici Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.